Bonjour à tous, bienvenue. L'obsession de l'oubli chez Roland Dorgelès, c'est le thème qui va nous intéresser cet après-midi. J'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Leduc, conservateur des bibliothèques, actuellement directeur de la lecture publique d'Ardennes Métropole. Je crois que c'est assez récent, Alexandre. Vous étiez voilà, responsable entre 2013 et 2016 du Fonds d'Orgelès au sein des bibliothèques d'Amiens Métropole. Vous avez notamment publié sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, en 2019, un article dans la revue Quadrilobe, Dorgelès, honorer les morts, réparer les vivants. Alors peut-être pour le présenter rapidement avant d'évoquer cette question de l'oubli, Roland Dorgelès, c'est le nom de plume de Roland Maurice Lécavelet, qui est né à Amiens en 1885. Avant la guerre, il étudie l'architecture et mène la vie de bohème à Montmartre, délicieux village comme il le dit. Il devient journaliste et en 1914, il s'engage dans le conflit de la Première Guerre mondiale, d'abord versé dans l'infanterie, puis ensuite dans l'aviation. Après le conflit, il devient écrivain et membre à partir de 1929 de l'Académie Goncourt qu'il préside de 1954 jusqu'à sa mort en 1973. Entre les deux guerres, il visite l'Empire colonial, ce qui va donner lieu à des livres aussi, toute une expérience littéraire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est trop vieux pour servir sous les drapeaux, mais il devient correspondant de guerre. On lui prête d'ailleurs l'expression drôle de guerre. Il reste une figure de proue de la vie littéraire française jusqu'en 1973. Alexandre Les Croix de Bois raconte le quotidien de soldats français pendant la Première Guerre mondiale. C'est le roman qui est passé à la postérité pour Dorgelès. À sa parution en 1919, quel accueil reçoit-il? Et est-ce que c'est une œuvre originale par rapport à la production littéraire de son époque? Alors, euh, il reçoit une très bonne, il est très bien reçu, hein. Dorgelès, c'est très bien documenté. Le souci, on en parlait déjà un peu la semaine dernière avec Madame de Vauchel. Le souci, c'est de savoir à quel point ce que Dorgelès raconte sur lui-même, puisqu'il s'est beaucoup raconté, hein. Comme vous l'avez dit, il meurt en 1973, il est né en 1885, donc il est un octogénaire avancé, quasi nonagénaire. Il a pris beaucoup de temps pour se raconter, donc on a beaucoup de témoignages, effectivement. Après, toujours le même problème, savoir, parce qu'il a son grand maître à penser qui est Courteline, dont il dit que Courteline avait toujours des anecdotes dont on ne savait jamais si elles étaient vraies ou inventées, tellement elles étaient truculentes, et où était la part du vrai. Dorgelès, c'est un peu la même chose. Mais toujours est-il qu'il raconte notamment l'enthousiasme en fait d'Albin Michel l'éditeur des Croix de Bois, hein, donc son éditeur et le futur éditeur des Croix de Bois, face au manuscrit qu'il aurait accepté sans même le lire. Donc il y a un accueil déjà de son éditeur qui est très positif. Ensuite, il y a un accueil public qui est lui-même également très positif. En 1919, l'apparition des Croix de Bois, Dorgelès lui-même raconte encore une fois dans Bleu Horizon, comme je vous dis, là, ça raconte beaucoup. Donc, Bleu Horizon, on en reparlera beaucoup pendant cette interview, puisque c'est justement un des grands récits contre l'oubli de Roland Dorgelès. Donc, dans Bleu Horizon, il raconte également l'annonce du tirage des Croix de Bois. Il me semble qu'Albin Michel le prévoit à 5000 exemplaires. Quand je revois mon Bleu Horizon, mais bon, voilà, il se dit, mon Dieu, c'est tout un régiment et je ne les vendrai jamais. Il s'imagine déjà de devoir les racheter, lui, pièce à pièce pour éviter la honte. Et en fait, il y a un très bon accueil, les Croix de Bois marchent très bien, ils sont un vrai succès rapide. Au point que, effectivement, Dorgelès est quasiment, dans son esprit, assuré d'obtenir le prix Goncourt. Et on le sait, c'est aussi comment dire, un des paradoxes, c'est qu'on parle encore de Roland Dorgelès aujourd'hui pour les Croix de Bois, et on se souvient surtout de lui qui avait peur de l'oubli et d'être oublié pour une défaite, puisque c'est le candidat malheureux face à L'ombre des jeunes filles en fleurs de Proust. Donc il y a quelque chose qui est même très important, effectivement, c'est que il y avait comment dire, il y a eu toute une bataille entre À l'ombre des jeunes filles en fleurs et les Croix de Bois pour cette attribution du prix Goncourt. Et il y avait évidemment tous les anciens combattants qui luttaient et qui s'affairaient dans l'arrière-cour pour que ce soit les Croix de Bois qui obtiennent le prix Goncourt et qu'il soit à nouveau, puisque les 5 prix Goncourt précédents avaient été attribués à des romans de guerre, que ce soit encore un roman de guerre en 1919 qu'ils obtiennent. Et de l'autre côté, comment dire, La bannière de ah, Proust.
voilà, sous l'étendard de Daudet, dont le Proust était le candidat, donc à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Donc il y a voilà, un vrai bon accueil des Croix de Bois. En revanche, 7 défaites contre à l'ombre des jeunes filles en fleurs, qui va quand même fortement marquer Dorgelès, même s'il s'exprimera très peu dessus. On a peu de témoignages. Il dit juste, effectivement, de manière assez sobre, à nouveau dans Bleu Horizon, me semble-t-il, qu'il s'en serait voulu d'avoir caché la notoriété de ce très grand écrivain s'il avait gagné et qu'il ne lui aurait peut-être pas permis à la recherche du temps perdu justement de prendre tout cet envol. Voilà. Ensuite, Nicolas Beaupré qui a donc écrit une thèse sur tous les écrivains combattants et les récits de Pierre 14-18. C'est en fait effectivement Dorgelès, on vous disait, est-ce que c'est particulier donc là, je pense qu'on pourra en parler après en transition justement. Non, c'est vraiment dans un style, on vient de le dire. Il me semble que c'est les 5 derniers prix Goncourt étaient attribués jusqu'au Croix de Bois, avaient été attribués à des œuvres guerrières. Donc on est vraiment dans un style qui a, excusez-moi l'expression peut-être un petit peu triviale, mais a le vent en poupe. Justement, la non-attribution du Goncourt au Croix de Bois va peut-être marquer la fin en fait de la mode pour les romans guerriers. Qui relate la guerre 14-18, mode, donc là je m'appuie sur l'étude de Nicolas Beaupré, mode qui reviendra à la fin des années 20 et au tout début des années 30. Voilà, mais on va avoir un passage à creux entre justement 1919 et 1929, où il va y avoir très peu de romans guerriers, mais au moment où Dorgelès écrit, il commence à écrire en 1915, c'est publié en 1919, lui, il est totalement dans une mode, il n'est pas du tout à contre-courant de la mode. Ce qui le distingue très fortement de toute cette mode, notamment des autres romans comme Le Feu de Barbus ou comme À l'Ouest, rien de nouveau, excusez-moi, de Remarque, justement, c'est la place qu'il donne aux morts dans ses romans. Donc, il y a 2 grands romans, notamment de Dorgelès sur la Grande Guerre, qui s'appellent, vous l'avez dit, donc Les Croix de Bois. Je ne vais pas dire tout le monde, parce que c'est des gens qui ne connaissent pas Les Croix de Bois, tout à fait normal, mais que beaucoup de gens encore connaissent et qui est encore assez connu. Un qui est moins connu, qui est peut-être son roman le plus fort, qui s'appelle Le Réveil des morts. Et donc, dans ces 2 romans, on voit que la particularité de Dorgelès, on m'avait interrogé Alexandra là-dessus, la particularité qu'il a par rapport aux autres romans guerriers, c'est que là où les autres romanciers vont insister sur des particularités plutôt de combat, le feu pour Barbus, ou les hommes, ceux de 14 pour Genevois, Dorgelès va insister sur les morts, soit en désignant la tombe, les croix de bois, soit de manière encore plus directe, le réveil des morts, le mot mort est prononcé. Donc en fait, voilà, la particularité d'Orgelès dans cette production, qui est effectivement une production plutôt à la mode, la particularité d'Orgelès, c'est de prendre l'angle véritablement de mettre les morts comme des personnages quasiment principaux de ces romans. Alors, on peut préciser quand même, parce que c'est important, qu'il s'est engagé dans cette guerre volontairement, alors qu'il aurait pu y échapper très facilement. Oui, il aurait pu échapper effectivement à cette guerre assez facilement. Il était réformé en fait pour des raisons de santé. Il avait la poitrine fragile. Bon, après il console sa mère, justement il le fait. Il le décrit également beaucoup dans Bleu Horizon. Encore une fois, il s'est beaucoup raconté. Donc, et ça, je pense que c'est quelque chose d'assez juste. Autant il y a des choses qui sont plus difficiles. Je vous dis les anecdotes sur Albin Michel qui le prend son roman sans sourciller, tout ça. Le passage aussi où il est devant la censure. Toutes ces choses-là peuvent être un peu exagérées. Je pense qu'en revanche, il est assez franc quand il parle de son engagement. Comme beaucoup de Français, en fait, il veut absolument participer à cette guerre parce qu'il pense, premièrement, que ça va être la dernière. Il pense vraiment à la der des der. Et dans beaucoup de ses écrits, il ajoute qu'il veut absolument pouvoir y participer justement pour faire son œuvre d'écrivain. Quand il part, il dit mais notamment quel roman je vais pouvoir en rapporter, enfin, quel roman j'aurai là, quel matériau j'aurai là pour faire un bon roman. Donc il y a une volonté véritablement de s'engager pour pouvoir effectivement écrire une œuvre et faire. Voilà. Après, il console sa mère, et je pense de manière assez juste, pour dire que de toute façon, voilà, si effectivement ça avait été la guerre éclair qu'on aurait cru, il aurait pu y échapper, il aurait certainement été dans les classes 1915, 1916, 1917. Dans Le Beau Chauffage, journal des tranchées daté du 28 avril 1917, le poème Dernière relève de Roland Dorgelès évoque déjà les corps sans sépulture. Partir, eux vont rester ici, passé fidèle, qui me suit pas à pas, glanant les souvenirs. Triste passé, je n'oublie rien, tu peux venir.
ni mes morts sans linceul, ni mon moulin sans aile. Alors le moulin sans aile, hein, c'est le moulin de Corroy-les-Hermonville dans la Marne. Cette question de la mémoire des morts, elle est présente dès qu'il est soldat, en fait, Roland d'Orgelès. C'est très, très précoce. Oui, dès 1900, en fait, comme il écrit le roman dès 1915, effectivement, la mémoire des morts est présente immédiatement. On en a parlé également avec Madame de Vauchel la semaine dernière. Hein. On voit que ça le travaille tout de suite, très rapidement, et on voit notamment avec l'influence de Baudelaire dans Les Croix de bois. Vous avez un poème qui est en filigrane dans tous les Croix de bois et également dans Le Réveil des morts, qui est La Servante au grand cœur de Baudelaire. Euh, comme d'Orgelès on cite deux vers, nommément dans le chapitre Le Jardin des morts des Croix de bois, ça prouve que ce n'est pas une écubration de ma part, parce que moi aussi j'aime beaucoup Baudelaire, mais que qu'il est bien présent à son esprit. Donc le poème qu'il cite dans Le Jardin des morts, donc dès 1915 effectivement, c'est certes ils doivent trouver les vivants bien ingrats de dormir comme ils font chaudement dans leurs draps. Je le répète pour les gens qui écoutent. Certes, ils doivent trouver les vivants bien ingrats de dormir chaudement comme ils font dans leurs draps. Donc ça, c'est cité dès 1915, enfin peut-être 1916, 1917, on ne sait pas trop, mais effectivement, c'est présent dès le chapitre Le Jardin des morts euh, dans les Croix de bois. Et donc, il va y avoir ce poème de Baudelaire, excusez-moi, qui est donc La Servante au grand cœur. La Servante au grand cœur, pour remettre pour les auditeurs, c'est un poème que Baudelaire écrit pour parler de sa servante, justement, qui s'était occupée de lui pendant toute son enfance et qui, une fois qu'elle a fait son office, alors qu'elle a été dévouée toute sa vie à Baudelaire, eh bien, une fois qu'elle est morte, on l'a fait dormir, comme donc, je cite Baudelaire, son sommeil sous une humble pelouse, donc sans une grande sépulture. Et donc, c'est ce poème que va avoir d'Orgelès à l'esprit pendant toute l'écriture des Croix de bois. Donc, ce poème où Baudelaire rend hommage à une morte va être présent pendant toutes les Croix de bois, où évidemment, d'Orgelès, lui, va également rendre hommage aux morts et va déjà parler effectivement de ce potentiel oubli des morts et de comment dire, cette injustice effectivement de la part des vivants par rapport aux morts. Pour finir sur cette question en disant que c'est très tôt, effectivement, dès les Croix de bois aussi, outre le poème le poème de Baudelaire, avec notamment, je vous ai cité ces deux vers, mais il y a également la fin des Croix de bois. Le dernier chapitre, c'est d'Orgelès s'adresse à ses morts. Hein. Donc c'est pendant les 4 dernières pages, le chapitre conclusif. Il dit mes morts, mes pauvres morts, c'est maintenant que vous allez souffrir. Donc outre le poème de Baudelaire, mes morts, mes pauvres morts, c'est maintenant que vous allez bien souffrir. C'est également les morts, les pauvres morts ont de grandes douleurs dans La Servante au grand cœur. Pour ça, c'est encore du Baudelaire. Mais au-delà de ça, il y a même un personnage, mais ça, d'Orgelès avoue, c'est pas au tout départ. D'Orgelès avoue, enfin pas avoue, mais en tous les cas dit que c'est un chapitre plutôt rajouté. Il fait parler son héros qui revient de la guerre, Sulfarte, hein, qui est pas de Machy. De Machy, le héros lui meurt à la guerre, mais Sulfarte, qui est le héros gouailleur, en revient. Et justement, il va se heurter à déjà l'indifférence des vivants. Donc, on est en 1919 seulement, hein, donc Sulfarte qui revient se heurte à l'indifférence des vivants, et notamment d'une concierge. La concierge d'Orgelès a quand même enfin, voilà, une très grande culture littéraire, comme on a pu le voir la semaine dernière. Donc, il a ses concierges balsaciennes de Zola qui sont un peu le discours populaire. Et donc, la concierge dit à Sulfarte, alors je ne l'ai pas de mémoire, mais dit à Sulfarte, Monsieur Sulfarte, arrêtez avec vos noms de bataille, tout ça, vous nous embêtez. Donc, une volonté de se taire. Et donc, tout de suite, effectivement, la peur de l'oubli qui arrive. Et c'est vrai que c'est très tôt, puisque les Croix de bois apparaissent en 1919, le manuscrit est rendu assez rapidement. Donc, c'est assez étonnant qu'il y ait cette peur de l'oubli qui apparaisse très tôt sur la plume de Dorgelès et dans son œuvre. Il avait pressenti voilà, beaucoup de choses qui se sont avérées réelles par la suite. Hein. Alors évidemment, le titre Les Croix de bois choisi par Dorgelès ne laisse aucune ambiguïté hein, quant à l'importance qu'il accorde aux morts. Sous quelles autres formes la présence de ces morts se manifeste-t-elle dans ces différents récits? Alors, la présence des morts dans les différents récits, donc il y a effectivement ces croix de bois, effectivement, c'est un. En fait, comment dire, la volonté qu'on n'oublie pas les morts chez Dorgelès vient d'une autre particularité de ses romans,
et des récits, en tous les cas, qu'il fait de la Grande Guerre, c'est une présence bienveillante des morts. C'est une autre particularité quand vous parliez vous demandiez la particularité des romans d'Orgelès par rapport aux autres, c'est que Dorgelès n'est absolument pas torturé en fait par les morts chez Dorgelès sont plutôt comme la servante au grand cœur de Baudelaire, hein, qui vient voir l'enfant grandi et qui voit des pleurs tomber de sa paupière creuse. Donc vous voyez, c'est pas la servante est plutôt triste et attristée et regarde avec tristesse cet enfant qu'il a oublié, mais n'est pas vindicative. N'est pas là, on est loin d'un film d'horreur où ce serait un mort qui viendrait tirer les vivants vers la mort ou viendrait se venger. On n'est absolument pas dans des morts vengeurs pour Dorgelès. D'ailleurs, par rapport à Remarque aussi, hein, puisqu'on a souvent comparé Dorgelès à Remarque, par rapport à Remarque et à après, les morts sont toujours chez Dorgelès les Français. Vous n'avez pas du tout chez Dorgelès la mort de celui qu'on a tué. C'est pas le mort, l'ennemi. C'est toujours le mort, c'est le camarade, celui qui est tombé à vos côtés, celui qui vous a servi de bouclier. Donc la présence des morts, elle est toujours bienveillante. Nicolas Beaupré, hein, je m'appuie beaucoup sur lui, puisque c'est lui qui a fait sa grande thèse, qui a fait la grande thèse sur les différents combattants. Nicolas Beaupré montre qu'il y a une volonté dans le bulletin des écrivains combattants de 14-18, une volonté de former une seule communauté entre les morts et les vivants. Et ça, Dorgelès l'a tout de suite intégré, lui, dès 14-18, et c'est une seule communauté entre les morts et les vivants. Donc, les morts apparaissent sous ces croix de bois, qui sont impressionnantes, mais aussi qui doivent rassurer. Hein, il le dit bien, ces croix de bois, elles ne sont pas traumatisantes, en fait, pour Dorgelès. Il dit elles sont paisibles sous leur charmille, donc vraiment quelque chose qui rassure en disant c'est pas grave, tu risques de venir nous rejoindre et tu reviendras et tu seras également dans notre sein. Voilà, donc c'est vraiment une présence voilà, bienveillante, toujours. C'est la même chose, hein, il le cite aussi dans Bleu Horizon avec l'impression que ces tombes leur tendent la main vers les vivants. Alors, quelque chose d'un petit peu aussi effrayant, hein, puisque effectivement, c'est les morts qui viennent pour entraîner le vivant, mais toujours de manière, comment dire, paisible. C'est l'inverse de la danse macabre où le mort vient dans une danse effrénée prendre le vivant et l'entraîner vers la mort de manière voilà, affreuse et indicative. Le mort est toujours présent de manière positive. Donc ça, c'est notamment dans les croix de bois, donc cette présence, elle est voilà, donc positive avec ces croix qui se penchent sur les vivants comme pour les protéger. Le mort qui souvent sert même de bouclier. Hein, donc il y a cette scène où Dorgelès décrit les vivants qui se blottissent contre les morts, qui leur servent de bouclier pour évidemment arrêter les balles, mais donc pas cette peur de la mort. C'est pas le squelette que vous découvrez et qui vous horrifie. Il n'y a jamais cette description dure en fait du mort. Vous avez également la description de Brooke, la mort du petit vigile, qui ressemble à celle du dormeur du Val de Rimbaud. Donc, le héros de Machy découvre Brooke mort avec un trou à la tempe, exactement la même chose, donc, avec un pastiche volontaire, évidemment, de Dorgelès de Rimbaud. Mais vous voyez, c'est encore une fois, c'est paisible. On a l'impression qu'il est endormi, que Brooke est resté endormi. Donc, c'est toujours une présence paisible au-delà des croix. Et là où c'est très intéressant, encore peut-être plus que dans les croix de bois, c'est cette présence des morts dans le réveil des morts. Dans le réveil des morts, effectivement, comme son titre l'indique, alors je suis désolé, on appelle ça maintenant, je ne sais pas le mot français, mais l'américain étant spoilé, donc si jamais les gens qui écoutent veulent vraiment voir le réveil des morts, lire sans voir, il faut arrêter, n'écoutez pas pendant 2 secondes, mais bon, le réveil des morts tire son titre en fait de la fin du roman. Donc, pour juste resituer, Le Réveil des morts est intéressant parce que, contrairement justement à beaucoup de romans, là, Dorgelès fait quelque chose d'assez original, c'est-à-dire qu'il écrit sur la reconstruction d'un village, ce qu'on appelle les villages aplatis, les zones aplaties, donc les zones qui ont été pilonnées de manière récurrente par les Allemands et par les Français d'ailleurs. Et donc, c'est un village de laine. Et c'est en 1923 un architecte qui vient pour justement aider à reconstruire un village aplati. Or, cet architecte avait été l'amant d'une femme pendant la guerre 14-18, pendant une permission. Il épouse cette femme dont il a été l'amant et le premier mari de cette femme est porté disparu, donc est certainement mort à la guerre. Voilà, et donc c'est à la fois, donc le héros architecte est à la fois un ancien soldat, un survivant, et a pris la place d'un mort. Donc Dorgelès réussit du coup à mettre tous des archétypes
différentes. C'est-à-dire la culpabilité du survivant, lui est mort, alors, qui lui est vivant avec ce mot alors que les camarades sont morts. La culpabilité de celui qui prend la place dans le lit de la femme d'un camarade mort à la guerre. Et en plus, la culpabilité d'avoir trompé déjà ce camarade mort à la guerre avec cette femme qu'il a épousée de manière légitime, enfin, en tout cas avec qui il est de manière légitime au moment où le roman s'écrit. Donc voilà. Et la fin de ce, donc évidemment, on suit les pérégrinations de cet architecte et notamment de toute la reconstruction. C'est quand même qui est très très intéressante, notamment là, Dorgelès condamne notamment tout ce qui est le commerce des cadavres, hein, une espèce de simonie comment dire, funèbre, enfin, vraiment, pas d'autre terme que glauque, avec effectivement les marchands de cadavres qui vont récupérer les cadavres et qui sont payés pour récupérer les cadavres, et qui voilà, font peut-être même au plus offrant pour les mères. C'est vraiment le cœur du roman. Mais à la fin, effectivement, le héros principal, l'architecte, est tellement pris par la culpabilité qu'il croit que le mort va revenir pour l'accuser d'avoir pris sa place, d'avoir pris sa femme, d'avoir pris la place dans son lit. Il y a quelque chose de très intéressant parce que, contrairement à certaines analyses qui ont été faites hein, d'autres universitaires, euh, le héros Jacques Le Vaudoyer, finalement, n'a pas peur du mort. Justement, vous voyez encore, on va y revenir. Ce mort dont il prend la place, il n'a pas peur de lui. Il ne devient pas fou parce qu'il a peur que le mort vienne se venger. En fait, il devient fou parce que le mort est un avec lui et il en veut à sa nouvelle femme qui est la veuve oublieuse. Donc en fait, on est dans un trio où le mort ne lui fait plus peur, mais le mort fait presque un avec lui et où il devient presque à la folie parce qu'il a l'impression que c'est le cœur de ce mort qui est là et donc il en veut à sa femme actuelle d'avoir finalement trahi le mort avec lui. Donc c'est là où vous voyez, donc, et encore une fois, le mort, donc, il y a plus comment dire, euh, Complicité. une proximité exactement du héros avec le mort plutôt qu'une peur. Et pour finir, du coup, ce héros va avoir un rêve complètement fantastique où il a l'impression que les morts vont se relever. Et donc, ce sont effectivement des morts vengeurs qui se relèvent, mais ils ne vont pas se relever pour tuer tout le monde. Et encore une fois, faire une danse macabre où le plus faible, enfin le plus puissant ou plus faible sera emporté de manière totalement égalitaire et sans de manière aveugle. Euh, il y a dans ce cauchemar, c'est comme une forme de cauchemar, les morts viennent faire ce qu'auraient dû faire les anciens combattants. Ils viennent, ils se relèvent, et d'ailleurs c'est dit dans le roman, hein, ils se sont relevés parce que nous n'avions rien fait. Donc ils viennent tenir les promesses qui avaient été faites au fond. Donc faire payer les mercantis, hein, donc les profiteurs de guerre, faire payer, ça Dorgelès c'est quelque chose qui marquera toute sa vie, ben, faire payer la femme infidèle. Pas rien qui est Hélène Delbos, l'héroïne dont on parle, et la femme infidèle. Donc voilà, ça renvoie évidemment à sa propre histoire et à la trahison de son grand amour Madeleine pendant la guerre. Et donc ils viennent aussi contre les anciens militaires, les anciens chefs généraux. Et donc, ils viennent se venger de tous ces personnages. Et au contraire, ils sont applaudis par les orphelins. Ils sont applaudis par les veuves de guerre. Ils sont applaudis par les, euh, les handicapés suite à enfin, les gueules cassées. Donc, vraiment, il y a quelque chose de très chrétien, parce que Dorgelès est chrétien. Ils sont applaudis par tout ce que, normalement, tous ceux qui sont les enfants du Christ, hein, tous les faibles, orphelins, veuves et voilà, et gueules cassées. Donc, il y a voilà, une autre vision du mort, c'est le mort justicier, mais à juste titre, vraiment pas le mort comme dans un film d'horreur qui viendrait pour se venger, vraiment le mort qui vient prendre la place et qui rend justice. Voilà. Parce que les serments n'ont pas été respectés, hein, tous ceux qui avaient pu être faits pendant la guerre. C'est ce passage du Réveil des morts. Qu'avez-vous fait? Demandaient les revenants aux camarades accourus. Les avez-vous tenus les serments que nous faisions là-haut? Qu'avez-vous changé, vous qui êtes rentrés vivants? Les autres baissaient la tête, confondus. Qu'aurait-il pu répondre? Non, il n'avait pas tenu parole. Voilà. Donc l'originalité aussi de Dorgelès, c'est qu'il a des griefs contre les civils, hein, ceux de l'arrière et effectivement tous ceux qui sont pressés de passer à autre chose. Mais il a aussi des griefs contre les anciens combattants qui n'ont pas respecté leur mort finalement. Ouais, leur parole, effectivement. Les deux sont pointés du doigt, effectivement, avec quand même une responsabilité autre. Hein. C'est vrai que Oui. il dédouane un minimum, évidemment, les anciens combattants en disant ça avait été une trop grosse saignée. Hein. Il le dit à un moment, ça avait été une trop grosse saignée. Nous avions juste envie de revenir et d'être heureux. C'est toujours aussi Sulfard qui dit pourquoi j'ai gagné ben, parce que j'en ai sauvé ma peau et c'est déjà bien. Voilà, donc il y a quand même toujours comment dire, à cette excuse pour les anciens combattants. Mais effectivement, il y a une critique générale et de l'arrière et des civils, et également quand même des griefs contre les anciens combattants, mais qui sont plus des griefs, je vous dis, alors qu'il y a une plus grosse violence, évidemment, contre les civils.
Alors l'oubli, c'est un phénomène qui lui semble inéluctable, hein, et pourtant il va lutter contre ça, hein, même en ayant conscience que plus les années vont passer et plus ça va être difficile. Ce qu'il condamne avant tout, c'est l'empressement que certains manifestent à tourner la page, au point que la joie de l'armistice, elle va lui être assez intolérable. Exactement. Il y a plusieurs moments en fait dans Dorgelès, hein, vous l'avez dit. Je vais essayer, moi, je veux également vous retrouver un peu les citations. C'est vrai qu'au tout départ, il y a une espèce de résignation. On le sent, c'est dans les croix de bois c'est dans les croix de bois qu'elle est citée. Il le dit, hein, je vous dis, dans l'adresse qu'il fait aux morts, voilà, dans les croix de bois. C'est vrai, on vous oubliera. Oh, je sais bien, c'est odieux, c'est cruel, mais pourquoi s'indigner? C'est humain. Donc, vous voyez, bon, l'oubli est cruel, l'oubli est odieux, mais c'est humain. Ça, c'est 1919. Même chose dans le Réveil des morts. Il fait parler à nouveau, cette fois-ci, c'est la domestique du curé. On n'est plus dans la concierge, mais le domestique du curé, c'est toujours le même personnage un peu archétype, voilà, de l'archétype. Mais la servante savait depuis longtemps ce qu'il en est des deuils et des regrets. Que voulez-vous, ma chère dame, soupira-t-elle, on ne vit pas avec les morts. Et elle continue même en disant que la nature elle-même est oublieuse, et rien ne s'en souvient, et le gazon repousse, et d'autres oiseaux chantent. Il n'y a pas que les hommes qui oublient. Même la nature est oublieuse. Donc on le voit, effectivement, une condamnation en disant l'oubli est odieux, l'oubli est affreux, mais une espèce de résignation. Ça, c'est 1919, 1923. Et effectivement, très rapidement, en revanche, il va y avoir un discours totalement autre de la part de Dorgelès, avec comme, comme une espèce de révolte intérieure et la volonté de combattre absolument cet oubli et donc de ne pas se résigner comme il avait l'air de le faire dans les immédiates années d'après-guerre. Là, c'est là où je pense, vous voyez, où on parle à mon avis de réécriture, c'est-à-dire qu'il le raconte en 1949, le fait qu'il ne fête pas l'armistice, qu'il a eu horreur de ces moments-là où il aurait crié Vive les morts, lui en descendant les Champs-Élysées pour, voilà, pour dire que c'est affreux et qu'on ne peut pas faire des mâles de long, comme il dit, et des flonflons alors qu'on fête la mort de millions de Français et de soldats. Mais bon, ça, je pense qu'à l'armistice même, il n'avait pas ce discours-là. Je pense que ça, c'est une réécriture qu'il écrit en 1949. Mais effectivement, assez rapidement, il va, en tous les cas, développer toute une production littéraire pour dire qu'il ne faut pas oublier que l'oubli est odieux, effectivement, mais qu'il n'est pas naturel, contrairement à ce qu'il avait pu faire dire dans les Croix de bois au départ ou dans le Réveil des morts, mais qu'il va falloir lutter pour éviter cet oubli. Donc ça se traduit effectivement, comme vous le disiez, par, en tous les cas, une réécriture dans Bleu Horizon 1949 en disant que l'armistice lui avait été insupportable et qu'il avait crié Vive les morts pour que les gens se taisent en espérant faire taire les gens, et dire qu'il avait certainement semblé fou. Et c'est également un deuxième moment fort qui est le choix du soldat inconnu, où justement il dit également qu'il a assisté, puisqu'on l'a invité au choix du soldat inconnu à Verdun, il était présent lors du choix du cadavre, mais qu'en revanche il ne se sentait pas la force d'accompagner sous l'Arc de Triomphe et d'être présent pendant l'inhumation, parce qu'il aurait également vu des journées de fête et que ça lui semblait insupportable. Et là, je pense qu'on est déjà au gap, effectivement, pour le choix du soldat inconnu qui intervient plus tard. Je pense que là, à nouveau, on est dans la véracité de ce qu'il raconte. Je pense que là, effectivement, la transformation, la transition s'était faite. Peut-être en partie, alors là, je fais de la psychologie et ça, il ne l'a pas dit, mais peut-être aussi en partie par l'échec au Goncourt. Ça, c'est lui qui le ressent très fortement. Il le ressent en 1919. Hein, donc, il a ressenti lui-même peut-être cette volonté de tourner la page et il en souffre finalement lui-même, puisque promis quasiment au Goncourt, vu les premiers prix Goncourt, lui ne l'a pas. Donc, il sent certainement lui-même cette volonté d'oublier, de tourner la page. Et donc, c'est certainement là où commence à se faire le chemin et la volonté de résister à cet oubli et de lutter et combattre. Est-ce qu'on peut dire, d'après vous, qu'il a ressenti le complexe du survivant, Roland d'Orgelès? Très, très clairement, oui. Oui, oui. Très clairement, parce que je vous dis, le complexe du survivant, il y a plusieurs fois où il le dit lui-même. Encore une fois, hein, je vous le dis, comme il est mort quasiment nonagénaire, il a eu le temps de beaucoup écrire, de beaucoup se raconter. Et il y a plusieurs fois où il le dit. Je vais essayer aussi de vous le retrouver, mais il y a plusieurs. Euh, les deux moments où il, les deux moments les plus clairs où il le dit, ce concept, enfin, ce complexe de survivant. Ça, je vous le retrouve encore une fois.
c'est bon, donc je vais pas faire perdre trop de temps, mais bon, c'est les deux choses. Il écrit une lettre, enfin non, il fait une adresse à Madeleine, sa, sa maîtresse qui va le quitter pendant la guerre, en lui disant est-ce que donc, dans ces bouquets de bohème, c'est justement un moment d'un de ses récits de souvenirs, hein, de bouquets de bohème sur la Montmartre, mais il s'adresse à Madeleine, sa compagne pendant la guerre, dans ce bouquet de bohème, en disant as-tu deviné que la veuve oublieuse Hélène Delbos, dont on a parlé dans Le Réveil des morts, c'était toi, et Jacques Levaudoyer, son compagnon, et André Delbos, le soldat mort, c'était moi. Donc, vous voyez, déjà, on voit que Jacques et le mort dans l'esprit de Dorgelès faisaient qu'un seul. Et donc, il dit est-ce que tu vois que c'était moi? Donc, vous voyez, Jacques Levaudoyer qui culpabilise effectivement avec le complexe du survivant, c'est en fait, il est nourri comment dire, des propres, des propres sentiments d'Angelès. Angelès se sert de ses sentiments pour faire Jacques Levaudoyer qui lui-même culpabilise. Donc là, on a un premier complexe du survivant totalement comment dire, décrit par Dorgelès en 1947 dans le Bouquet de Bohème. La deuxième, c'est, il le dit assez souvent, il a, donc ça je l'ai écrit dans l'article également disponible du même auteur, il réécrit pratiquement tout le temps le même texte plusieurs fois, qui est un hommage justement aux écrivains combattants morts à la Grande Guerre. Et il n'arrête pas de dire, dans des formes plus ou moins différentes, mais je m'exprime ici et je rends hommage à ceux qui l'auraient fait si le destin avait décidé que je sois mort à leur place et que ce soit eux qui s'en soient sortis. Donc là aussi, on a un complexe du survivant et cette volonté de devoir effectivement parler et rendre hommage parce qu'en fait, finalement, ça c'est également une idée qui revient très souvent sous la plume de Dorgelès. Il n'y a pas eu une question de mérite en fait. C'est le grand hasard et la faux a fait son choix au hasard. Et donc, il aurait très bien pu lui-même mourir, et c'est pour ça qu'il faut rendre hommage et se battre pour que la mémoire de ses morts soit entretenue, parce que ça aurait très bien pu être lui, et que lui aurait aimé, s'il avait été à la place de ses compagnons morts, que ses compagnons fassent le même travail pour tirer de l'oubli et éviter que lui-même tombe dans l'oubli. Donc voilà, c'est les deux moments où on voit vraiment ce complexe du survivant, effectivement. Alors, je vais demander peut-être à Amandine de nous préparer les illustrations 1 et 2 et vous poser cette question, Alexandre, de quelle manière concrètement, selon Roland Dorgelès, on peut mettre en œuvre cette lutte contre l'oubli qu'il préconise? Comment lui, il a procédé et sur quel plan? Et puis donc Amandine, je ne sais pas si elle m'entend, Amandine, oui, super. Donc les illustrations, la première et puis la deuxième. Alors, pour Dorgelès, le but, effectivement, c'est prolonger, hein, il le dit lui-même, prolonger l'existence. Utiliser le rabiot que la vie lui accordait en faisant en sorte qu'il survive à la Première Guerre mondiale pour prolonger l'existence de ceux qui sont tombés au combat. Et donc, la première chose qu'il dit, c'est juste de prononcer le nom des morts. Il y a quelque chose de performatif dans la parole chez Dorgelès. Donc, la première manière, tout simplement, de sauver les camarades de l'oubli, c'est de répéter leur nom. Donc, vous avez, hein, encore une fois, c'est Jacques Levaudoyer dans Le Réveil des morts, qui est le personnage qui est inspiré, enfin, qui en tous les cas, dont Dorgelès s'est nourri lui-même pour pouvoir créer ce personnage. Il dit il ne voulait en oublier aucun, rien qu'en disant leur nom, il croyait les défendre, les arracher à l'horrible néant. Vous voyez, rien que la prononciation performative, tant qu'on dit le nom, la personne n'est pas morte. C'est la même chose. Il va le dire à nouveau dans une interview en 1968. Hein, donc on est assez loin, on n'est pas loin de sa mort. Il est mort en 1973. Mais il s'excuse dans cette interview, je cite, de citer tant de noms aujourd'hui à peu près oubliés, mais j'ai le sentiment, en les prononçant, de prolonger un peu la brève existence de ses compagnons trop tôt disparus. Je ne saurais me résoudre à passer sous silence l'un de ceux qui peut-être nous entretiendrait aujourd'hui de moi-même si le sort, à sa place, m'avait désigné. Vous voyez, on retrouve cette notion de culpabilité du survivant et on retrouve à nouveau aussi citer les noms pour faire vivre. Et c'est la même chose. Dorgelès a participé à quasiment tous les repas d'anciens combattants. Et alors ça, c'est malheureusement une citation dont on n'a pas la source parce que c'est directement la première biographe de Roland Dorgelès, mais qui ne citait pas véritablement Micheline Dupré qui le citait. Mais il aurait dit, il aurait exhorté les anciens combattants à
je cite, dire seulement leur nom, donc le nom des camarades, car c'est les défendre et les sauver. Camarades de régiment, quand vous vous retrouvez, parlez des morts, parlez-en librement. Voilà. Donc ça, c'est la première chose, les nommer. Et ça, c'est pour le, c'est à la portée effectivement de n'importe lequel des soldats quand vous vous retrouvez, quand vous faites, quand vous faites des réunions d'anciens combattants. Donc, alors je laisse participer à ce qu'ils appelaient le Vectorium du 39e régiment. Donc, c'était des tablés, en fait, c'était juste des gros repas d'anniversaire et de fête entre les anciens du 39e qui avaient réussi à en revenir. Eh bien, pendant ces moments-là, parler, nommer les camarades. Après, évidemment, c'est là où on arrive effectivement à vos illustrations, Alexandra, que vous avez demandé à Amandine, que je remercie de placer. Dorgelès, lui, a plus que là encore que la parole, a une autre arme, il est écrivain, il a sa plume. Et donc, ça va être sa plume pour éviter que les camarades tombent dans l'oubli. Et effectivement, on a une évolution chez Dorgelès, dans cet oubli et dans cette expression. Au départ, on l'a dit, hein, il écrit 4 romans qui traitent de la Grande Guerre, hein. Notamment Les Croix de Bois, évidemment, Le Cabaret de la Belle Femme, Le Réveil des Morts, La Machine à finir la guerre, c'est le premier en fait. J'aurais dû le citer en tout premier. Et en fait, là, on voit qu'il veut qu'on n'oublie pas de la Grande Guerre, que la Grande Guerre ne soit pas passée sous silence. Mais dans tout cela, il dit bien qu'il veut raconter non pas ma guerre, hein, c'est lui qui souligne dans Bleu Horizon, il dit je ne voulais pas raconter ma guerre, mais la guerre. Donc, il souligne aussi là. Donc il y a une volonté d'absolu dans un premier temps. C'est un témoignage, n'oublions pas la Grande Guerre, elle est importante, mais je vais faire quelque chose d'absolu. Je vais réussir à créer des personnages, Sulfar, de Machy, dans lequel chacun des morts de la Grande Guerre va pouvoir se reconnaître, enfin chacun des morts, non pas chacun des morts de la Grande Guerre, excuse-moi, chacun des soldats de la Grande Guerre qui aura fait la guerre pourra se reconnaître et pourra reconnaître un compagnon de régiment en disant, ah, oui, Sulfar, il le dit lui-même dans Bleu Horizon, des Sulfars, j'en ai croisé 30 dans les régiments, c'était la grande gueule et il y en avait toujours. Voilà. Donc ça, c'est dans un premier temps. Puis petit à petit, plus on va avancer dans l'âge, et notamment, je pense, avec la Seconde Guerre mondiale, plus en fait Dorgelès va ressentir le besoin de raconter en fait sa guerre. Il aurait pu inverser. J'ai eu envie de raconter ma guerre, et là on sent cette volonté de lutte contre l'oubli. On sent qu'il veut non pas qu'on n'oublie pas la Grande Guerre avec les majuscules qu'on lui connaît, mais qu'on n'oublie pas la Grande Guerre de ses compagnons et de ceux qui sont morts. Donc il va petit à petit continuer à prendre sa plume pour défendre les collègues de l'oubli, mais là où vous aviez des deux Machy, des Sulfars et quelque chose de romancé, à partir après la Seconde Guerre mondiale, vous allez arriver de plus en plus à vous allez arriver à des récits en fait qui vont nommer des gens et vont citer des vrais gens et nommer les vrais gens. Donc là, on arrive effectivement à cette lettre qu'il écrit à l'écrivain journaliste Royard. Et donc, faut regarder vraiment la toute fin. Bon, après, on peut lire au départ, hein, d'où Agnès est enfuie épouvantée pour avoir aperçu de magnifiques rats sur la terrasse de l'auberge. Bon, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse le plus. Agnès et sa femme. Mais ce qui nous intéresse, c'est la fin effectivement de la lettre, le dernier paragraphe. Non sans peine, j'ai réuni 70 photos de guerre épatantes pour illustrer avec autant de dessins mon livre Bleu Horizon. Ainsi, les noms de nos camarades morts seront-ils lus encore une fois, en attendant la prochaine guerre où l'on ne criera plus qu'eux ni ils. Donc voilà, vous voyez, le but de Dorgelès, effectivement, à partir de là, c'est de encore témoigner, encore prononcer le nom des camarades, faire lire le nom des camarades. Et je vous dis, Bleu Horizon, effectivement, paraît en 1949. Hein, vous voyez, la date est de 6 août 49. Bleu Horizon paraîtra en 49. Et après la Seconde Guerre mondiale, on a vraiment cette césure où on va parler de vrais gens, des vrais noms. On va plus être dans les personnages inventés. Et Dorgelès va surtout s'attacher à parler de ses compagnons morts au front et principalement de ses compagnons, effectivement, de ses compagnons qui ont écrivains, donc des écrivains combattants. C'est ceux-là surtout qu'il a fréquenté. Donc on pourra peut-être passer sur la deuxième illustration, effectivement, puisque, et ça j'invite les personnes qui suivent la conférence à la regarder. Non, c'est avant, on allait trop vite. La photographie, Amandine, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, on a la chance que des 70 photographies dont parle Roland Dorgelès
les bibliothèques d'Amiens Métropole aient réussi à en acheter avant que je sois responsable du fonds. Là, je salue le travail de mes prédécesseurs. Il me semble que ça doit être Jean Villebas, actuellement conservateur à Douai, qui avait réussi à mettre la main dessus pour l'ensemble des Amiénois et l'ensemble des Français. Il y a la majorité des 70 photos qui sont dans Bleu Horizon ont rejoint les collections des bibliothèques d'Amiens Métropole et sont donc visibles sur la bibliothèque numérique des Hauts-de-France, l'Armarium. Et vous voyez, c'est intéressant parce que vous avez même de cette main qui commence à être un petit peu vieillissante et un peu hésitante, c'est bien celle de Dorgelès. Donc vous voyez, elles sont même, alors pas toutes malheureusement, mais certaines sont légendées de la main de Dorgelès. Donc celle-ci, hein, c'est, vous voyez, titre jour d'attaque, légende, le retour des blessés. Effectivement, si vous empruntez Bleu Horizon aux bibliothèques d'Amiens Métropole ou si vous l'achetez, vous verrez que c'est bien, on la retrouve bien dans Bleu Horizon avec comme titre le retour des blessés. Voilà. Donc voilà, comment défendre pour répondre encore une fois, et puis me résumer, comment les défendre avec la plume. Dans un premier temps, en parlant de la Grande Guerre, pour pas qu'on l'oublie, et dans un second temps, avec une espèce de quelque chose de peut-être pas très très honorable, dont il parle également dans Bleu Horizon, hein, je vais le redire. Dans un second temps, c'est aussi avec peut-être la concurrence mémorielle. Il y a une espèce de concurrence mémorielle chez Dorgelès. On l'a dit, il a été, enfin vous l'avez dit Alexandra, il a été reporter pendant la guerre 39-45, mais effectivement, il voit quasiment, hein, il appelle d'ailleurs l'ensemble de ses articles, il appelle Retour au front. Donc on voit bien qu'il y a à nouveau chez lui, hein, la matrice, c'est la Première Guerre mondiale. Retour au front, en fait, on parle encore de la Première Guerre mondiale alors qu'il devrait parler de la Seconde. Là, il parle vraiment de retour au front. Donc, il met encore sous le patronage, finalement, la Seconde Guerre mondiale, sous le patronage de la Première. Et toujours dans ce récit, hein, qui est un des plus riches de Dorgelès, Bleu Horizon, il dit notamment, hein, au niveau d'une espèce de concurrence mémorielle, non, le temps a tout emporté. Déjà, le silence s'apesantissait sur eux quand, après 20 ans d'une paix précaire, le pays a de nouveau pris les armes et creusé d'autres tombes. Alors, pour faire place à leurs cadets, nos morts se sont enfoncés un peu plus dans l'oubli. Vous voyez quelque chose de pas forcément très, très louable chez Dorgelès, mais il y a un vrai attachement aux morts de la guerre 14-18. Et il y a, je pense, aussi ce déclic, entre guillemets, mémoriel, en se disant, bah, en fait, mince, maintenant, les morts de la guerre 14-18 sont plus les morts les plus proches. Et il va y avoir ce 39-45 qu'on va honorer et on va encore plus nous oublier. Donc, je pense que ça va jouer comme ressort psychologique pour réécrire justement Bleu Horizon. Il l'écrit en 1949, donc pour remettre encore le travail sur le métier, hein, et reparler encore des collègues qui sont morts à la Grande Guerre. Que vous évoquez, c'est un sentiment qu'on retrouve chez les victimes d'attentats d'ailleurs, hein. Quand un nouvel attentat se produit, on les entend témoigner de cette crainte que leurs blessures à eux soient passées sous silence parce qu'il y a des choses plus récentes qui arrivent du même ordre. Exactement. C'est quelque chose qui est à la fois qui rend Dorgelès à la fois étouchant et effectivement comment dire, pardon, ingrat par rapport à... ingrat, c'est ça, oui. Il y a on a l'impression que c'est à la fois de l'égoïsme, mais en même temps cette fidélité finalement à ses camarades de 20 ans. Hein. Il n'arrêtera pas de les appeler les camarades de 20 ans et touchante. Hein. Il y a un autre manuscrit qu'il a qui est non, ce terme n'est plus possible. On voit que alors qu'il est touché certainement par une maladie qui lui fait trembler la main dans les années 1970, donc 2 ou 3 ans avant sa mort, il prend encore la plume pour défendre pour défendre comment dire, les pensions de garde de 14-18. Donc on voit que c'est quelque chose qui sera jusqu'à la fin. Mais effectivement, parfois au détriment peut-être d'autres victimes, avec une volonté une concurrence mémoriale, quoi. Effectivement, une concurrence mémoriale, et il veut absolument que ces morts ne soient pas oubliés et qu'on leur rende d'abord hommage. Et donc on va peut-être avoir la dernière, enfin pas la dernière, la troisième illustration, si jamais Amandine peut le mettre, parce qu'effectivement, comme on le disait, petit à petit, il va avoir cette transition. Donc là, peut-être qu'on est dans le roman de transition. Vous voyez, on est dans le Château des Brouillards, qui est normalement un roman qui ne concerne pas la Grande Guerre. Ah, on a perdu, non, c'est bon. C'est un roman qui ne concerne pas la Grande Guerre. C'est un roman qui est sur Montmartre, mais c'est Montmartre juste avant la Grande Guerre. Et justement, ça finit par le départ. Alors, c'est toujours la même chose. Je suis désolé pour les gens qui voulaient lire du Dorgelès en ne connaissant pas la fin. Mais sachez que le Château des Brouillards finit par le départ du héros, qui est un écrivain, comme par hasard, un poète écrivain qui vit sur la butte Montmartre. Je vous laisse deviner qui pourrait un petit peu influencer le personnage, et qui part pour la guerre 14-18. Voilà. Et donc, le Château des Brouillards, il faudrait que je regarde, je suis désolé, là, je n'ai pas regardé à nouveau la date, mais il date des années 1930. Et on voit, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore, c'est encore de la fiction,
Parce que les châteaux de Brouillard, notamment, parlent des faux-monnayeurs. C'est le même matériau que les faux-monnayeurs de Gide, en fait. Donc, c'est une équipe de faux-monnayeurs. Enfin, c'est le même fait divers qui a servi à Gide pour faire les faux-monnayeurs. C'est un groupe de faux-monnayeurs dans le château des Brouillards. Donc, on n'est pas du tout dans la réalité et dans les gens que connaît vraiment Dorgelès. Mais en revanche, là, c'est à nouveau Bleu Horizon. Dans Bleu Horizon, Dorgelès dit bien, des années plus tard, écrivant le château de Brouillard, j'ai donné à mon jeune poète le nom de Gérard. C'était nul ne l'a su pour animer une chère ombre. Voilà. Donc là, vous avez le placard corrigé, vous avez le feuillet manuscrit également dans les bibliothèques d'Amiens Métropole. Donc on voit dans les années 30 peut-être voilà, un petit peu une jonction. C'est peut-être moi qui ai envie de voir cette évolution et qui peut-être un tout petit peu de téléologie, mais c'est pas grave. Je trouve qu'on part de romans où il y a des personnages qui sont totalement inventés, avec des noms inventés. Puis on arrive dans des romans inventés, mais pour donner un clin d'œil et pour faire revivre justement quelqu'un dont on a peur qu'il tombe dans l'oubli, puisque là on n'a pas toutes les lignes, hein, mais à la fin il a peur aussi parce que justement il n'y a plus il y a plus aucune famille, hein. On voit bien, hein, à nouveau aussi le rôle de la famille chez Dorgelès. Il n'y a plus aucune famille pour ce fameux Gérard, pour le, pour l'honorer, puisque sa mère est morte. Enfin, Dorgelès dit sa mère étant morte, son beau-père étant mort lui aussi au front, ses cousins étant morts, il n'y a plus personne pour l'honorer. Donc j'ai voulu faire animer une ombre, nul ne l'a su. Donc voilà, on reste encore sur de la pure fiction, mais on donne un nom d'une personne vivante pour l'honorer, pour faire en sorte que son nom soit encore dit, comme il le dit. Et après la Seconde Guerre mondiale, là, on arrive véritablement sur les morts d'Orgelès, et avec des vrais noms, des vrais patronymes, et on raconte leur histoire. Alors l'obsession de l'oubli chez Dorgelès, hein, on l'a vu, concerne tous les morts de la Première Guerre mondiale, mais en particulier ceux qui n'ont pas reçu de sépulture. De même en ce qui concerne les écrivains morts au combat, hein, puisqu'il va être nommé à la tête de l'association des écrivains combattants, il y a une différenciation qu'il opère entre ceux qu'il souhaite honorer avant tout. Exactement. En fait, Dorgelès, donc, dans la volonté d'honorer tous les morts de la Grande Guerre, effectivement, on va avoir trois étapes. La première étape, c'est effectivement honorer tous les morts de la Grande Guerre. Donc là, c'est ce dont on parle depuis le départ. On le voit, c'est avec ses romans, c'est avec ses prises de position, faire en sorte qu'on parle toujours des morts de la Grande Guerre, de ces morts. La deuxième, évidemment, c'est que Dorgelès étant lui-même écrivain, eh bien, ça va être d'honorer la mort des écrivains, ce qu'on appelait les écrivains combattants, hein. Et donc, il va effectivement y avoir cette association des écrivains combattants qui va lutter pour à la fois les écrivains combattants qui sont revenus, pour qu'ils puissent retrouver leur place dans la société, et pour la mémoire des écrivains combattants qui sont morts au combat. Donc Dorgelès, comme vous l'avez dit, Alexandra, va déjà être membre de l'association, membre fondateur de l'association des écrivains combattants, puis il va en prendre la tête. En 1929, c'est lui qui va devoir faire le discours des 10 ans de l'association des écrivains combattants. Donc dans ce cadre, il est avec l'association des écrivains combattants, il va lutter à la fois, donc, comme je vous le disais, pour, pour les écrivains combattants qui sont revenus, pour les familles des écrivains combattants. Voilà, il va beaucoup œuvrer, il va faire beaucoup organiser des séances de dédicaces pour qu'il y ait des subsides qui soient donnés aux familles, aux veuves, aux orphelins. Voilà, donc vous allez avoir beaucoup de lettres en tête de l'association des écrivains combattants de Roland Dorgelès qui fait ça. Et donc, il va se lutter pour la mémoire, évidemment, de ces écrivains combattants. Mais là où, effectivement, c'est très intéressant, c'est qu'il va se différencier un tout petit peu de l'association des écrivains combattants. L'association des écrivains combattants va avoir comme première chose, comme une de ses grandes œuvres, une anthologie des écrivains combattants morts à la Grande Guerre. Et il va y avoir la philosophie qui est choisie pour cette anthologie, qui va apparaître dans les années 1920, et dont Dorgelès va signer la préface du troisième tome. La philosophie, c'est de donner une notice biographique, parce qu'ils ne sont pas vraiment nécrologiques, ils veulent quand même que ce soit vivant, donc une notice biographique à l'ensemble des écrivains combattants morts à la Grande Guerre, sans aucune différenciation. Et Dorgelès, dès cette préface, donc lui, il fait la préface au tome 3 en 1924, dès la préface, lui, fait une différenciation quand même entre deux types des écrivains combattants, et vous l'avez dit, Alexandra, en fait, il fait un lien entre de manière générale, les morts qui sont morts à la Grande Guerre et qui ont eu la chance d'avoir une sépulture où la famille puisse venir se recueillir,
et les morts qui sont restés dans des fosses communes où la famille ne peut pas se recueillir. Donc ça, c'est une différenciation qu'il fait entre le mort lambda, soldat qui n'est pas forcément écrivain, mais voilà, il y a une différence pour lui entre celui qui peut jouir d'une tombe où la famille vient se recueillir, dont on vient, ou sur lequel on peut venir, voilà, sur lequel il y a un lieu sur lequel qui fait encore souvenir à la personne. En fait, c'est la notion de trace. Hein. Donc il y a une trace de ce mort via la tombe. Et il plaint ceux qui sont dans des fosses communes qu'on n'a toujours pas retrouvées. Et dans Bleu Horizon, toujours, il plaint ces fantômes qui viendraient. Il y a quelque chose d'un peu surréaliste dans Bleu Horizon où il décrit qu'il est sous l'Arc de Triomphe et qu'il voit des fantômes venir se réchauffer sous le bras zéro du soldat inconnu. Ben, ce seraient tous ces soldats sans tombe, sans famille qui puissent venir, qui errent comme des âmes en peine. Eh bien, il fait la même comparaison. En fait, c'est pas il fait la même comparaison, c'est qu'il fait une analogie avec les écrivains. Et il fait une différence entre en fait les écrivains combattants qui sont morts en ayant connu le succès littéraire de ceux qui sont morts sans avoir justement connu encore, qui n'avaient pas encore malheureusement pour eux connu le succès. Donc en fait, je cite dans l'anthologie, il parle de beaucoup de vos aînés avaient accompli déjà l'essentiel de leurs tâches. Charles Péguy, Louis Codet, Sicari, Émile Despax, Nolly, Muller, non glorieux et cher, mais vous, donc ça, qui n'aviez pas encore 30 ans, alliez quitter le monde sans y laisser de traces. Et c'est moins à eux que je pense, moins sur eux que je pleure, que sur vous, soldats de mon âge, amis de ma jeunesse, dont les noms pour survivre n'ont souvent que quelques pages dispersées, quelques notes, quelques vers. Donc en fait, voilà, on voit la différence que fait Dorgelès, lui, entre les noms célèbres. Alors ça prête un peu à sourire parce qu'évidemment, dans ceux qu'il a cités, il n'y a guère que Charles Péguy qui, pour nous, parle encore. Hein. C'est vrai que Louis Codet, Psychari, Émile Despax, Nolly Muller sont un petit peu aussi oubliés. Et ceux qui n'ont pas pu, qui ont que quelques lignes, quelques poèmes pour survivre. Il le dit lui-même, hein, c'est bien cette histoire de traces. Donc vous voyez, il y a d'un côté les morts avec sépulture qui ont une tombe et les morts des fosses communes, pour la généralité. De l'autre côté, il y a aussi les écrivains combattants tels Charles Péguy qui avaient fait œuvre et dont l'œuvre va leur permettre de survivre. Hein. Il parle également de Fournier et de Pergaud dans celle-là, dans d'autres écrits. Et au contraire, ceux qui avaient que 20 ans et qui avaient fait que quelques lignes et qui du coup, vont mourir sans avoir justement laissé de traces, laissé d'œuvres. Et Dorgelès dit ne laisser que des promesses. Également, ce qu'il va également souvent avoir comme formule, c'est vous aviez versé beaucoup de sang, peu d'encre. Voilà. C'est vraiment la différenciation effectivement qu'il fait entre la mémoire des morts, ceux finalement qui peuvent se défendre tout seuls, dont l'œuvre va pouvoir les défendre tout seuls, donc Charles Péguy, je vous le dis, Alain Fournier, Louis Pergaud, donc lui il parlait aussi de Psychari, de Muller, qui malheureusement pour eux sont un petit peu oubliés aujourd'hui. Et à l'inverse, les morts qui vont mourir sans avoir fait vraiment d'œuvre, qui n'avaient que des prémices, des promesses, hein, c'est les deux mots, prémices, promesses, et qui vont donc mourir un peu comme les soldats qui n'auront pas de sépulture. Donc ça, il ne peut pas s'en empêcher. Donc, comme il est tenu un peu par l'association des écrivains combattants, vu qu'il fait l'anthologie et que l'association des écrivains combattants, elle, veut rendre un hommage à tout le monde sans distinction, dans sa préface, il se permet juste ce petit texte, il ne le fera pas plus. De même, il va reprendre ce texte. Hein, ce que je vous disais, c'est le sujet de mon article également disponible du même auteur, l'auto-réécriture chez Dorgelès. Donc le fait que Dorgelès a fait que reprendre des textes toute sa vie et les a refait publier voilà, pour différentes raisons. Et donc il y a une auto-réécriture chez lui de textes qui rend hommage aux écrivains combattants morts à la Grande Guerre. Eh bien, dans ces textes-là, il ne va pas arrêter de les reprendre. Il fait déjà cette anthologie. L'anthologie, il va la reprendre aussi après, dans son discours des 10 ans, pour les 10 ans de l'Association des écrivains combattants. Et là aussi, il est tenu, en fait, comme il est président de l'Association des écrivains combattants, il ne peut pas se permettre, pour le discours, de passer sous silence Peggy ou les autres personnes et de dire « je préfère parler de ceux qui sont morts en mettant que quelques lignes ». Donc, il fait un discours, encore une fois, où il est censé être généraliste. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a le manuscrit de ce discours. Et en fait, dans le manuscrit du discours, on voit cette volonté de mettre en avant ceux qui sont morts sans véritablement avoir fait œuvre. Parce qu'au départ, il avait initialement prévu de dire, il fait comment dire, une liste des écrivains combattants morts au front. Et on le voit bien dans son brouillon de premier jet. Je suis désolé, j'ai un petit peu d'animation dans mon couloir, mais dans son manuscrit de premier jet, il cite Péguy et Fournier.
donc en disant voilà, sont morts Peggy, Fournier. Et en fait, les deux noms sont biffés et il met Montesquieu et Royer. Donc Sylvain Royer et Montesquieu, qui sont effectivement des écrivains complètement inconnus. Donc là, vous voyez, il ne le dit pas, parce que comme il fait un discours, il ne peut pas se le permettre, il est représentant de l'association des écrivains combattants, il ne peut pas dire je préfère m'apesantir sur ceux qui sont morts sans avoir laissé trop de traces. Et on voit bien, dans un premier temps, il avait dit ben, tiens, je vais rendre hommage à Peggy et à Alain Fournier. Et après, il se dit ah ben non, Peggy et Fournier sont sauvés par leur œuvre, je les biffe et je mets Montesquieu et Sylvain Royer, comme ça personne ne sait que je fais exprès de les mettre en avant que eux et que j'ai fait une préférence. Je le dis pas clairement, mais je la fais quand même. Voilà. Et petit à petit, il va encore reprendre ses discours et là, quand il va être libéré, c'est-à-dire qu'il va faire une conférence aussi devant les Annales et ça va apparaître dans Conferencia. Dans Bleu Horizon, il va le reprendre sous le titre Des morts vous parlent, dont d'ailleurs le manuscrit est dans l'Armarium aussi, n'hésitez pas à aller le voir. Et là, il va pouvoir être totalement libéré et il va le dire. Je rends d'abord hommage à mes camarades qui ont mon âge et qui sont morts, et on le voit, une volonté vraiment de citer quasiment toute leur vie, toute leur œuvre, pour leur rendre hommage. Et c'est assez amusant parce qu'il va faire de la conférence aux Annales en 1929, et ce sera ce texte-là qui reprendra à nouveau en 1947. Hein. Je vous dis, c'est de l'auto-réécriture, pour ne pas parler carrément presque d'autoplagiat, mais on voit qu'il ne prend pas les mêmes textes dans le Conferencia et dans Bleu Horizon, comme si justement ça permettait de donner toute leur œuvre. C'est-à-dire si j'ai pu mettre quelques vers en 1929, je ne vais pas mettre les mêmes en 1947, comme ça, toute leur œuvre va être sauvée. C'est assez, voilà, c'est là où je vous dis, c'est toujours touchant. Et là, vous avez un dernier exemple, hein, c'est représentatif, puisque là, on a encore l'image, grâce à Amandine, de justement ce Paul Gérard Clair. Ben, Paul Gérard Clair, c'est la même chose. Donc, Paul Gérard Clair, le héros du Château des Brouillards, c'est un écrivain, c'est un poète, et il va partir, comme je vous dis, à la guerre 14-18. Et le dernier chapitre, eh ben, en fait, c'est sa veuve et son mentor, enfin, c'est l'enterrement, excusez-moi, c'est l'enterrement de son mentor, qui ressemble à Courteline comme deux gouttes d'eau. Hein. Voilà, pour revoir la conférence de la semaine dernière, c'est un hommage à Courteline. Et donc, le mentor et la veuve font ce que Dorgelès voulait faire pour ses camarades morts au front. Euh, ce héros, Paul Gérard Clair, ils ont fait exprès de réunir tous ces vers et de publier une plaquette des vers pour justement éviter qu'ils disparaissent. Voilà. Et Alors, on peut peut-être. peut-être regarder l'illustration 4 pour évoquer l'évolution quand même de cette position vers la fin de sa vie. Hein, Dorgelès, de bonne foi cette fois, hein, pas seulement pour faire plaisir à l'association des écrivains combattants, il va revenir sur ces grands auteurs que la postérité a plus ou moins conservés, on va dire. Exactement. Alors, il y en a un tout petit peu qui était à part, c'est Apollinaire. Apollinaire Dorgelès a une vraie amitié, affection pour Apollinaire. Donc Apollinaire est tout de suite cité. Il va le reprendre à chaque fois. Il citera toujours Apollinaire parce on sent qu'il y a une affection et qu'il y a un lien affectif avec Apollinaire, donc il sera présent dans tous les textes. Voilà. Mais comme on le disait tout à l'heure, je pense qu'il y a également une césure, enfin, oui, la césure, c'est encore 1945 finalement. Et on voit effectivement, grâce à cette lettre qui est dactylographiée, donc signée par Roland Dorgelès, hein, je la lis quand même. Mon cher confrère, j'ai lu avec émotion ce poème marqué du souvenir de Peggy. Ce souffle même palpite dans certains alexandrins où l'idée passe et repasse pour se marquer plus profondément. Voilà. Après, il développe, mais effectivement, on arrive. Bon, là, comme là, il parle de Gringoire, on voit que c'est quand même avant 1945, donc ça contredit un petit peu ce que je dis, mais c'est pas grave. Petit à petit, avec cette concurrence mémorielle et le fait qu'il y ait de plus en plus de voilà, l'oubli fasse son temps, hein, c'est ce qu'il dit, avec même la nature est oublieuse. Donc, petit à petit, on sent une évolution chez Dorgelès et une volonté de rendre effectivement, comme vous le dit Alexandra, un hommage même au plus grand, en se disant en fait, le temps faisant son œuvre, même Peggy, même Alain Fournier, même Apollinaire risquent d'être oubliés, donc il faut aussi que je leur rende hommage. Et vous avez raison, le dernier, en fait, Bleu Horizon, qui paraît en 1949, et fait encore une distinction assez importante. Euh, Guillaume Apollinaire y est présent, puisque, comme je vous le disais, il y a quelque chose d'affectif avec Apollinaire. Peggy est juste cité parce qu'il dit on ne peut pas ne pas citer le plus grand Peggy, mais il n'est pas beaucoup développé, effectivement. Et Alain Fournier n'est pas présent, quasiment, dans le Bleu Horizon. Et en fait, il va encore faire paraître une dernière fois sous un, un nouveau titre qui s'appellera Le tombeau des poètes, qui sera un ouvrage de bibliophilie avec des jolis bois gravés. À nouveau ce même texte, retravaillé, encore une fois, je vous renvoie encore à mon article sur l'autorécriture chez Dorgelès. Et dans ce nouveau texte, il va encore l'enrichir, et les enrichissements vont surtout, effectivement,
Donc c'est un texte, Le tombeau des poètes, il me semble que c'est en 1900. M'excusez si je suis un tout petit peu explicatif sur une année ou deux, mais il me semble que le tombeau des poètes, c'est 1952. Et donc dans ce texte de 1952, qui va être le dernier, effectivement, où il va rendre définitivement hommage à ces écrivains combattants morts au front, et bien là, tout le monde a sa place. Effectivement, il n'y a plus de distinction entre les écrivains combattants peu connus qui n'ont fait que quelques vers, les écrivains combattants très connus. Charles Péguy prend toute sa place, Alain Fournier est enfin évoqué, et effectivement Apollinaire y est. Donc là, il n'y a plus, comme si effectivement le temps faisant son office, on a peur que eux aussi soient oubliés, et donc on essaie de les sauver également. Alors peut-être on va retirer le partage d'écran puisqu'on a vu toutes les illustrations de façon à ce que je puisse voir si vous avez des questions. Dans un instant, ça va être le moment de les poser. Voilà, aussi bien en réactivant vos micros ou vos caméras ou seulement le micro, ou bien en utilisant le forum de discussion que je vais, dans ce cas, remettre. Voilà, je ne sais pas si Aurélie peut peut-être arrêter le partage d'écran pour qu'on ait davantage. Voilà. Alors, l'ironie du sort, Alexandre, c'est que Dorgelès lui-même est pour partie victime de cet oubli contre lequel il a voulu tant lutter pour ses camarades, hein, puisqu'aujourd'hui, en effet, pour ceux qui le connaissent, c'est vraiment toute son œuvre est, alors je ne vais pas dire réduite, mais en tout cas directement associée aux Croix de Bois, alors qu'il a publié une cinquantaine de titres dans des domaines tout à fait différents de la guerre. Comment expliquer ça? Voilà, bon, est-ce qu'il y a une explication d'abord à cette situation? Pas tellement, la postérité, c'est complexe. Exactement, vous avez répondu, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est des choix. Il y a d'autres. Ce qui est bon après, comment dire, ce qui est bien pour lui, c'est qu'il a vécu une très grande notoriété. Donc, je pense qu'il n'a pas vu ce déclin. C'est ça qui est bon pour lui, hein. Il aura eu le droit d'ailleurs à sa grande exposition monographique à la Bibliothèque nationale de France un peu après sa mort. Il a eu, c'est ça qui est assez étonnant, hein, il a réussi enfin, c'est logique, hein, mais bon, je suis désolé, je suis un peu de la psychologie, mais il va se marier à une femme beaucoup plus jeune, une fois après la mort de sa première épouse, Anya, il va se marier à une femme beaucoup plus jeune, Madeleine, qui va vraiment avoir le rôle que Dorgelès assigne aux femmes dans tous ses romans, à savoir celui de la mémoire et de l'entretien de la mémoire. Donc, Madeleine Dorgelès, jusqu'à sa mort à elle, qui arrivera en 1993, me semble-t-il, va vraiment jouer ce rôle, donc il ne sera pas oublié grâce à elle. Et c'est assez étonnant de voir à quel point il a réussi à trouver effectivement et à se marier avec une femme qui va jouer le rôle qu'il a signé lui aux femmes pour tous ses romans, quoi, hein. Le rôle qu'aurait dû tenir Hélène Delbos dans Le Réveil des morts et que finalement tient la mère d'André Delbos, c'est voilà, la mère qui se bat pour que son fils se souvienne. Hein, bon, bref, il y a quelque chose à faire sur la misogynie ici, si on peut parler de misogynie. Il y aurait quelque chose à étudier sur la misogynie d'Orgelès, surtout qu'elle est représentative à mon avis, une certaine misogynie des soldats de la guerre 14-18. Hein. Dans ça, c'est la même chose, on ne peut pas trop vérifier, mais dans sa biographie, Micheline Dupré, la première biographe de Dorgelès, dit que Dorgelès a été dépositaire finalement du manuscrit du cocu du Diable au corps de Radiguet. C'est-à-dire que le mari de l'héroïne dans Le Diable au corps, donc, qui est aussi un roman, un récit autobiographique de la part de Radiguet, bah, le mari a vraiment existé, il était soldat, il a été effectivement cocu comme le Diable au corps le fait, et donc il a écrit, il est allé vers Dorgelès pour donner. Vous voyez, donc il y a quelque chose, voilà, bon, bref. Mais pour l'oubli, oui, effectivement, pour être assez honnête, je pense que Dorgelès pâtit du fait qu'il avait, comment dire, ce n'est peut-être pas effectivement un écrivain majeur. Ce qui est surtout très intéressant chez Dorgelès, il est surtout avant tout journaliste, il faut le reconnaître. Il a un très bon sens de la formule et c'est l'homme d'un destin. C'est Micheline Dupré a sous-titré sa biographie Un siècle d'histoire littéraire et c'est vrai qu'il a traversé quasiment tout le XXe siècle. Il a tout vu et c'est en ça qu'il est quand même très intéressant. C'est vrai que pour la littérature, il a un roman très fort qui finalement pour moi n'est pas Les Croix de Bois, qui est Le Réveil des morts. Il est vraiment son roman le plus fort. Et effectivement là pour le coup, il est vraiment très bien écrit, très très beau et très fort. Pour le reste, il faut reconnaître qu'il n'y a pas un grand style d'Orgelès. Enfin, c'est mon avis à moi, et que là, pour le coup, la postérité a été assez juste sur certaines choses, c'est que c'est pas le plus grand des écrivains. Voilà, pour avoir, en plus, si vous en discutez, j'en ai discuté avec un grand spécialiste de 14-18, donc je lui dirais, voilà, des échanges privés, donc je ne vais pas lui dire ce qui n'est pas autorisé, mais il me dit, bon, il y a quand même Genevoix, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, il y a Genevoix. Donc, c'est vrai que quand Genevoix, par exemple, est au Panthéon avec ceux de 14, bon, bah, Dorgelès rentrera pas au Panthéon, et voilà, il y a des comparaisons et des concurrences un peu trop importantes, et voilà.
Mais effectivement, en revanche, il a traversé, il est vraiment comment dire, il est un grand témoin. Vraiment, moi, je pense qu'il faut lire son œuvre parce qu'elle est très intéressante, parce qu'il est un témoin et qu'il a un œil de journaliste, hein. Il a commencé, comme vous l'avez dit, Alexandra, un journaliste. Il s'en est jamais départi. Pour moi, c'est un journaliste qui a fait des récits et qui a fait des romans. En fait, c'est pas un écrivain, pas un grand écrivain. C'est un journaliste qui a fait des très grands articles. D'ailleurs, beaucoup de ses romans ont d'abord paru en feuilleton dans des revues, hein, donc c'est vraiment ça. Mais effectivement, il est très intéressant parce que, comme vous l'avez dit, il a vécu la Montmartre, enfin la Bohème, excusez-moi, de Montmartre d'avant 14. Donc ça, c'est tous ces romans, et c'est plus des récits d'ailleurs, hein, Au beau temps de la butte, Bouquet de Bohème. Il a vécu 14-18 à la fois fantassin, comme vous l'avez dit ici, dans l'aviation. Donc, voilà, il a témoigné de la reconstruction, ça c'est très rare, donc, avec le réveil des morts. Il a fait aussi, donc ça on ne le dit pas trop, c'est quelque chose qui pourrait être aussi très fortement enfin, qui mériterait d'être étudié. Ben, alors, excuse-moi, non. Il a fait les colonies aussi, ça c'est un peu étudié, donc il s'est déplacé, il a fait quand même 3 voyages dans les colonies, donc et avec un œil très aguerri qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait penser, hein, parce qu'il est effectivement un personnage, il est difficile à classer politiquement, il est réactionnaire, donc plutôt conservateur réactionnaire, ça c'est sûr, mais il n'y a pas une glorification, ça c'est la même chose, j'en parle un peu également disponible du même auteur, il n'y a pas une véritable glorification des colonies au départ, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ça finit par une vraie glorification, mais à cause du traumatisme, je pense, de aussi 39-45, hein, finalement. La Deuxième Guerre aura quand même aussi beaucoup influencé Angeles. Voilà, mais il y a un récit assez nuancé des colonies qui peut être très intéressant. Euh, Assez peu étudié, il a fait les voyages dans les totalitarismes dans les années 30, en 36. Il en tire Vive la liberté et Frontières menace sur l'Europe. Donc, il a été en Italie, il a été en Allemagne, il a été en URSS. Donc voilà, il en tire vraiment aussi il en tire je dis, de récits, hein. Et enfin, il a été président de l'Académie Goncourt comme vous le disiez, 53, la mort de Colette et sa propre mort à lui, 1973. Donc 20 ans où il a été au cœur de la. Voilà. Donc tout ça font de lui un grand témoin et avec une vraie plume en revanche acérée, plus qu'un style, plus que des romans. C'est une vraie vision sur la société, une vraie analyse, hein. Comme vous l'avez dit, l'oubli, ça arrive très tôt, c'est quelque chose avant que les autres en parlent. Il y a des choses très intéressantes. Là, moi, je suis en train pour la conférence avec Madame de Vauchel, j'avais relu, mais il y a également, finalement, pour les colonies, il en veut à Loti parce que Loti a écrit des choses tellement belles qu'il est déçu quand lui y va. Donc, vous avez déjà le mentir vrai d'Aragon et l'horizon en fait, de Raos avec qu'est-ce qu'on peut attendre d'un écrivain. Et ça, il l'écrit dans les années 30, quoi. Donc, finalement, sur une critique, il a 40 ans d'avance sur des choses. Voilà. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est plus un journaliste, un écrivain et quelqu'un avec un œil affûté. Mais effectivement, pour une œuvre littéraire, c'est pas un très grand écrivain pour moi. Donc, c'est ça aussi qui peut expliquer un petit peu cet oubli. Et je pense aussi, pour finir, voilà, ce côté un peu conservateur. Il faut quand même reconnaître qu'il y a certains textes qui sont un petit peu à contre-courant de nos sociétés modernes, où ça sera un peu voilà, une petite chose. Est-ce que vous auriez des questions? Alors, je n'en vois pas sur le forum. Vous pouvez bien entendu écrire directement votre question ou avec vos micros si vous le souhaitez. Voilà, peut-être pas. Alors moi, dans ce cas-là, ça sera la dernière question si vous n'en avez pas d'autres. Cette volonté de lutter contre l'oubli, est-ce qu'elle se cantonne chez lui aux victimes de la guerre ou est-ce que c'est quelque chose qui traverse d'autres contextes que la Première Guerre mondiale? Bon, bah, je vous remercie Alexandra. Je vais dire s'il n'y a pas d'autres questions, je vais développer là-dessus, donc c'est parfait. En fait, c'est assez rigolo parce que quand j'avais commencé la première conférence sur Dorgelès, j'avais commencé en me disant Dorgelès, l'obsession du témoignage. Voilà, c'est comme ça que je voulais l'appeler. Et après, je fais en fait non, le témoignage n'est que le moyen. Sa vraie obsession, c'est l'oubli. Et finalement, là, si je voulais encore faire quelque chose, je me dirais non, en fait, l'oubli, c'est encore autre chose, c'est l'injustice. Donc en fait, il y a une obsession chez Dorgelès, j'ai l'impression, c'est l'obsession de justice, hein. C'est là où on retrouve sur il y a un côté quand même très chrétien. Il se définissait quand même comme un anarchiste chrétien. Il y a vraiment une question de justice et d'injustice. Donc, effectivement, elle ne se limite pas du tout à la Grande Guerre. Il y a un côté affectif avec la Grande Guerre, mais ce contre quoi veut lutter excusez-moi, Dorgelès, c'est l'injustice de l'oubli et le fait que des personnes qui ne le méritent pas tombent dans l'oubli et ce soit affreux. Excusez-moi, que ce soit affreux. Je vous reprends juste. Et donc, c'est dans ces romans coloniaux, on le voit, et on voit qu'il y a un côté vraiment. Euh, voilà, il y a un côté où c'est plus l'injustice, et c'est pas que la guerre 14-18.
Donc là, il parle en fait des premiers colons, des premiers blancs à entrer dans les colonies en Indochine, et donc à défricher et à faire des routes et à apporter des vaccins et à apporter pour lui la civilisation en Indochine. C'est là où je vous dis, il y a un petit côté chez Dorgelès, effectivement, du fardeau de l'homme blanc, c'est-à-dire l'homme blanc qui doit apporter la civilisation euh, aux, aux autochtones, hein. Donc il y a une et ça serait l'objet d'une autre conférence, une certitude chez Dorgelès que l'Occident est à un moment plus évolué et qu'il faut apporter cette évolution aux autochtones, effectivement, et là, pour le cadre indo-chinois. Juste pour ne pas faire quelque chose de trop schématique de Dorgelès, si jamais en plus on le met en ligne, il dénonce aussi quand même l'alcool, les maladies qu'on apporte et l'exploitation. Le fait que pour lui, la colonisation, oui, mais celle qu'on fait actuellement est juste pour profiter à des grands groupes. Et donc, il a déjà un regard très critique, hein. C'est pas une vision béate en disant on y va et on apporte le programme, on est bon. Mais là, il parle quand même justement, il fait une différence entre les profiteurs qui viennent coloniser pour défricher et s'enrichir, et les missionnaires catholiques qui viennent pour apporter la foi, les médecins et les géographes qui viennent vraiment pour apporter quelque chose de bien. Et là, c'est des géographes qui parlent et des colons. Ils disent, s'ils ne reviennent pas, 2 lignes dans le journal. S'ils reviennent, peut-être un bout de ruban, mais quelques centimètres de plus sur la carte du monde. La vie de ces pionniers, qui la connaît? Leur sacrifice, qui s'en soucie? Il y a pourtant certains noms qui mériteraient de ne pas être oubliés. C'est pourquoi je vais vous raconter la mort de Maître. Maître étant un personnage. Voilà. Donc vous voyez là, on n'est pas sur la guerre 14-18 du tout. On est sur un géographe, administrateur pour la France en Indochine. Et c'est cette injustice. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté, c'est quand vous méritez du. Il y a aussi un côté patriote chez Dorgelès. Donc quand vous méritez du pays, c'est pas juste que le pays vous le rende pas. Et c'est pas juste que vous tombiez dans l'oubli. Donc là, c'est le cas pour Maître. Il en parle également hein, dans Route des Tropiques aussi. Sur le fait qu'il s'excuse, je vous le recite aussi, il s'excuse par rapport très rapidement pour pas. Là, je pense qu'on dépasse le temps, mais il se désole parce que voilà. Ainsi, je me repens d'avoir autrefois consacré un long chapitre aux ruines d'Angkor, sans réserver seulement une ligne à Henri Mouot. Voilà. Je commettais une mauvaise action en le dépouillant de sa part de gloire, et j'avais d'autant moins d'excuses que j'étais prévenu. Voilà. Donc il s'excuse parce qu'en fait, quand il va encore, on rejoint aussi notre conférence, euh, il ne voit que Pierre Loti, et ce qu'en a écrit Pierre Loti, et il ne voit pas en revanche la découverte de Mouot. Voilà. Mais le jour où, longtemps après, j'ai tenu dans mes mains les carnets de Mouot, 2 gros cahiers d'étudiants où l'encre et le crayon se chevauchent, ma faute m'est apparue. Tout de suite, tournant les pages, j'avais cherché la ligne fatale, je l'ai trouvée à peine lisible. Mon Dieu, ayez pitié de moi. Donc en plus, Mouot qui écrit effectivement mourant. Donc voilà, vous voyez, c'est une volonté que voilà, c'est au-delà de l'oubli finalement. Si on peut faire à chaque fois une généalogie, j'étais parti sur Dorgelès témoin, l'obsession du témoignage. Dorgelès, l'obsession de l'oubli, c'est pour ça qu'il témoigne. Et de quoi est symptomatique l'oubli? Ben, c'est l'injustice. C'est injuste que certains soient oubliés. C'est injuste particulièrement pour ceux de 14-18 parce qu'ils sont morts, qu'ils ont sacrifié leur jeunesse. Voilà. Mais c'est aussi injuste pour les grands colons, pour Mouot. Donc voilà, on retrouve effectivement sur beaucoup de choses en fait. Il y aurait encore tout un travail à faire effectivement pour voir tous ces différents pans. Mais je vous dis, c'est un petit côté, voilà, si vous avez bien mérité, enfin, si vous avez été bien méritant de la patrie normalement et de la nation, on devrait vous le rendre. Je pense que c'est ça. 14-18 est certainement le moment le plus important qu'il a vécu lui, mais voilà, même aussi les colons. Pareil. La justice, voilà, bah, ça sera le mot de la fin, la notion de la fin, si vous n'avez pas de questions. Alors, je vais vous remercier d'abord, Alexandre Leduc, et puis vous remercier tous et toutes pour votre attention cet après-midi. Et on va se quitter en vidéo pour vous présenter effectivement l'Armarium, la bibliothèque numérique du patrimoine écrit, graphique et littéraire des Hauts-de-France. Alors, les images que nous avons pu voir pendant cette rencontre sont issues de cette bibliothèque de l'Armarium, hein, puisque une grande partie des documents du fonds d'Orgelès aux bibliothèques d'Amiens Métropole et aussi issus de collections privées ont été numérisés et mis en ligne. Alors, l'accès au portail de l'Armarium est totalement gratuit et c'est un portail qui est porté par la R2L, Agence régionale du livre et de la lecture des Hauts-de-France, dont fait partie Amandine, Julie aussi, voilà.
voilà, qui sont toutes les deux parmi nous. Donc, je vais demander à Aurélie de lancer la vidéo et je précise que la rencontre que nous venons de vivre sera diffusée sur le site internet du Festival Résonance et sur la page YouTube avec la conférence que vous avez donnée, Alexandre, il y a quelques jours sur le thème Roland d'Orgelès, lecteur. Voilà, ce sera un ensemble que vous pourrez revoir ou diffuser par rapport à cette question voilà, à ce parcours du grand écrivain amiénois. Merci à tous et on se quitte. Et merci à vous, Alexandra, et merci beaucoup à Madame de Vauchel et au festival de m'avoir accueilli. Merci bien. Merci, oui, à Aurélie aussi pour son grand travail d'organisation, puisque c'est ma dernière table ronde. J'en profite pour le faire, voilà, qui nous a beaucoup aidé pour coordonner tout cela. Merci à tous et c'est parti pour la vidéo, Aurélie.